RDC enclenché jeudi. La localité de Sac est reprise. Direction à présent la ville de Goma. Les bataillons spéciaux des FARDC sont entrés en action depuis 16 heures temps universel. Les détails dans ce journal. Joseph Kabila de retour à Kinshasa après des entretiens de 2 jours en Ouganda sur l'occupation des rebelles de 1-23 dans la partie est de la RDC. Ce sujet qui demeure d'actualité sera également exploité dans ce journal avec Henri Soana, ancien ambassadeur de la RDC en Grande-Bretagne. À présent, le journal. Où que vous soyez, mesdames, messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition sur Télé 50. L'actualité politique en RDC d'abord. Situation sécuritaire dans la partie Est. La RDC est passée à l'offensive ce jeudi. Les bataillons spéciaux des FARDC ont repris la localité de Saké et se dirigent vers la ville de Goma. Des combats ont été signalés ce jeudi vers le chef-lieu de la province du Nord Kivu vers 16 heures temps universel. Des combats entre-temps à Kinshasa. Le calme règne et la population vaque paisiblement à ses occupations, contrairement à des folles rumeurs qui circulent faisant état des troubles dans certains quartiers de la capitale. Pendant ce temps, l'offensive diplomatique se poursuit. Diplomatique entreprise par le président Joseph Kabila depuis plusieurs mois se poursuit maintenant sans embâche. Après la rencontre cette semaine à Kampala entre les chefs d'État Yoweri Museveni de l'Ouganda, Joseph Kabila de la RDC et Paul Kagame du Rwanda, le président ougandais, également président de la CIRGL, a rappelé d'urgence Sultani Makenga, le chef militaire de rebelles du M23. Pourtant, en plus du Rwanda, des experts de l'ONU ont également accusé Kampala de soutenir militairement cette rébellion. Sachez aussi que le chef de l'État, Joseph Kabila, a regagné la capitale congolaise ce jeudi en début d'après-midi en provenance de Kampala. Après des entretiens de 2 jours en Ouganda, le président de la République a fait le déplacement de Kampala mardi dans la matinée, juste après la prise de la ville de Goma par les rebelles de 1-23. Dans la capitale ougandaise, la crise armée qui ravage la partie est de la RDC était le point focal de la rencontre. Retour sur cette rencontre des chefs d'État dans cet élément. Fin de la visite à Kampala du président de la République Joseph Kabila Kabange. Le séjour dans la capitale ougandaise a été marqué par la tenue du mini-sommet des chefs d'État de la conférence internationale sur la région de Grand Lac pour débattre de la situation de la guerre au Nord Kivu. Cette rencontre, qui a connu l'appui des Nations Unies, a arrêté comme résolution notamment la cessation immédiate de l'offensive du M23 et le retrait de ces groupes rebelles de Goma. Le communiqué conjoint sanctionnant cette décision est lu par la ministre rwandaise des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo. Communiqué conjoint. Le président Yoweri Museveni de l'Ouganda, président en exercice de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, le président Paul Kagame du Rwanda et le président Joseph Kabila de la République démocratique du Congo se sont réunis à huis clos à Kampala depuis mardi soir. Les 3 chefs d'État ont examiné comment arrêter la détérioration de la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la République démocratique du Congo après la prise de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, par le M23. Solidaires avec le peuple congolais ainsi qu'avec leurs homologues, les présidents Museveni et Kagame ont souligné que même si les groupes de militants appelés M23 avaient des griefs légitimes, ils ne peuvent pas accepter l'expansion géographique de cette guerre, ni tolérer l'idée de renverser le gouvernement légitime de la RDC ou de miner son autorité. Le groupe rebelle M23 doit donc immédiatement arrêter son offensive et se retirer de Goma. Un plan leur est communiqué à cette fin. Le gouvernement de la RDC s'est engagé pour sa part à examiner sans tarder les causes du mécontentement et à y répondre dans la mesure du possible. Par ailleurs, un plan exhaustif et opérationnel visant à garantir durablement la paix et la stabilité sera mis au point de toute urgence. Les 3 chefs d'État ont salué l'appui du secrétaire général des Nations Unies qui a dépêché un émissaire personnel à Kampala pour les rencontrer et discuter avec eux de la situation. Faite à Kampala le 21 novembre 2012. Encore un sommet dans le cadre des efforts diplomatiques sans cesse déployés, outre des solutions militaires, pour mettre fin définitivement à la guerre et restaurer la paix durable en RDC. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a regagné Kinshasa
ce jeudi au terme d'un séjour de 72 heures à Kampala. Aussitôt arrivé, le chef de l'État a convoqué une réunion à l'aéroport international d'Ondjili, réunion à laquelle ont participé le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre. La réunion a été aussi élargie au ministre des Affaires étrangères et son collègue de la communication et médias. Rien n'a filtré de cette rencontre. Dans le même registre, la France salue l'adoption de la résolution 2076 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la République démocratique du Congo. Paris se félicite également que le Conseil ait prévu de réexaminer le mandat et les moyens de la mission de l'ONU pour la stabilisation de la RDC dans les plus brefs délais. Claude Biringani. Dans un texte adopté à l'unanimité au siège des Nations Unies à New York, à l'initiative de l'Hexagone, le Conseil de sécurité condamne fermement les violations des droits de l'homme commises par le mouvement rebelle du M23 lors de sa poussée vers Goma, une ville qu'il occupe depuis maintenant 48 heures et de laquelle on lui demande également de se retirer et de déposer les armes sans délai. Bien plus, l'adoption des sanctions contre ses principaux responsables a été annoncée. Le Conseil de sécurité exige que cesse le soutien extérieur dont bénéficie le M23, qui pour le gouvernement congolais n'est que l'ombre portée du pouvoir rwandais. Quant à la mission de l'ONU pour la stabilisation à RDC, qui est plus critiquée pour son inaction face aux rebelles, malgré ses importants atouts logistiques et militaires, son mandat sera réexaminé dans les plus brefs délais sur la base des recommandations que doit formuler le secrétaire général des Nations Unies dans les prochains jours. La France partage également le souhait du Conseil de sécurité de demander la nomination d'un envoyé spécial du secrétaire général pour les Grands Lacs afin de contribuer à trouver une solution politique à la crise dans l'est de la RDC. Dans l'entretemps, le M23 a promis de poursuivre son offensive militaire tant que des négociations ne seront pas ouvertes avec le président de la République, Joseph Kabila, une des conditions d'ailleurs formulées par le mouvement rebelle avant un quelconque retrait de la ville de Goma. Alors, que fera le gouvernement face à cette pression du M23? On en parle sur ce plateau avec Henri Soana, ancien ambassadeur de la RDC en Grande-Bretagne. Bienvenue. Merci madame. Alors, le M23 occupe depuis mardi le territoire, la province du Nord Kivu, et ils exigent maintenant que le président, d'avoir un dialogue avec le président Joseph Kabila. Allez-vous vous plier à cette exigence? Mais écoutez, les succès militaires ont tendance à donner des ailes à la diplomatie. C'est vrai que les succès militaires du 1-23 ont donné des ailes à la communication qui doivent entreprendre. Et donc ce n'est pas pour rien que le M23 exige évidemment des négociations directes avec le président de la République, Joseph Kabila. Mais je dois avouer qu'avec les dernières informations que nous avons, j'imagine que le gouvernement congolais a quant à lui essayé de renforcer les forces armées de la République démocratique du Congo de manière à tempérer les ambitions du M23. Vous parlez de zèle, mais ils occupent maintenant la province du Nord Kivu. Mais tout à fait, c'est-à-dire que lorsqu'ils ont occupé, avant ils n'étaient pas à Goma, avant d'arriver à Goma, ils avaient des revendications que tout le monde connaît. Et maintenant qu'ils ont occupé Goma, c'est des succès militaires qu'ils ont engendrés, justement des ailes à la diplomatie, où ils communiquent en disant il faut absolument qu'on discute directement avec le président Joseph Kabila. Ça, c'est normal, on ne devait pas se faire autre chose. C'est ce que j'étais en train de vous dire justement. Le fait que le FRDC commence à reprendre Saké, et ils se disent vers Goma, vous le dites là sur le plateau, j'imagine que c'est d'une part, le gouvernement congolais veut tempérer les ambitions du M23, d'autre part... Une façon de refuser. Une façon de refuser justement, et d'autre part, je voulais dire, de présenter à l'opinion nationale le fait que les FRDC n'ont pas démérité, et ils peuvent aller jusque-là, mais il va falloir continuer. Donc d'après vous, pas de négociation avec le M23? Mais je n'ai pas dit pas de négociation. De toute façon, le communiqué final du sommet de l'Ouganda, j'ai compris que le chef de l'État a accepté d'examiner les revendications du M23. Je n'ai pas dit qu'il n'y ait pas de négociation, mais lorsqu'il faudra négocier... Ils exigent un dialogue direct avec le président Kabila. Le gouvernement avait dit que non, pas de négociation avec le M23, plutôt avec le Rwanda qui est commanditaire... Mais vous avez tout à fait raison, c'est ça la communication pendant une guerre. Il y a une communication en temps de paix, il y a une communication en temps de guerre. Le M23 va exiger absolument, va monter les enchères pour qu'il y ait une négociation entre... Donc si on comprend bien, la RDC va se plier à cette exigence. Je ne dis pas que la RDC doit se plier, mais pourrait se plier justement si les succès militaires du M23... Ce ne serait pas une faiblesse. Ben, écoutez, c'est une guerre. Si d'une part nous pensons que nous devons, le chef de l'État vient d'accepter d'examiner les revendications du M23 et d'en apporter des solutions lorsqu'il faut, pourquoi vous pensez qu'une de telles négociations ne pourrait pas avoir lieu si jamais les succès
militaires du M23 comptent se poursuivre. Mais si jamais les FARDC estiment, et c'est ce que je suis en train de comprendre, qu'ils peuvent avancer et récupérer certaines localités, je pense sincèrement que les revendications des M23 vont être tempérées. Alors, faut-il redéfinir la mission, le mandat plutôt de la MONUSCO? On n'a jamais dit assez, mais c'est ça, tout le monde l'a dit ici, au lieu de chercher la force neutre qui viendrait, il faut absolument changer le chapitre, disons, le mandat de la MONUSCO, et je suis heureux que la France l'ait fait. Je remercie la France avec l'ensemble de ceux qui les pourront, remercier la France, parce que la France a toujours été aux côtés de la RDC. Souvenez-vous de la résolution 1234, c'était la France qui était là. L'ONU a toujours accusé le Rwanda, mais finalement, le M23 a pris possession de la France. Ça encore, justement, c'est la diplomatie. Il y a ce que je suis en train de vous dire. Autant les FARDC sont en train d'avancer, autant il faut absolument qu'il y ait une cellule diplomatique qui travaille sur les avancées diplomatiques. Et ça, la France vient de nous aider, il faut le reconnaître. Et donc, il va falloir accélérer l'opérationnalisation, justement, du changement du mandat de la MONUC, de manière à ce que, de la MONUSCO, pardonnez-moi, de manière à ce que sur le terrain, les choses changent. Mais comment est-ce que les choses vont changer? Ça, c'est encore une autre paire de manches. Est-ce que la déclaration des 3 chefs d'État qui se sont réunis en Ouganda va-t-elle immédiatement demander au M23 de quitter Goma? De quelle manière? Ça aussi, c'est des choses qu'il faut préparer absolument, notamment avec les pays de la région. Merci Henri Fana d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes ancien ambassadeur de la RDC en Grande-Bretagne. C'est très juste. Le journal se poursuit, préoccupé par la situation sécuritaire et humanitaire qui prévaut dans le Nord Kivu. Les femmes du cadre permanent de concertation de la femme congolaise ont fait une déclaration relative à l'occupation de la ville de Goma ce jeudi à Kinshasa. Le CAFCO exige du Rwanda et de l'Ouganda, signataires des différents instruments de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, le retrait immédiat et sans condition de leurs troupes du territoire congolais. Nous, femmes de la République démocratique du Congo, préoccupées par la situation sécuritaire et humanitaire qui prévaut dans la province du Nord Kivu, dont une grande partie, notamment Goma, les chefs-lieux, est sous contrôle du M23, appuyé militairement et logistiquement par le Rwanda. Rappelons que la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies, Femmes, paix et sécurité, stipule qu'aucune paix durable ne peut être établie sans la participation des femmes et l'intégration d'une démarche sexo-spécifique dans le processus de paix. Exigeons du Rwanda et de l'Ouganda, signataires des différents instruments de la conférence internationale sur la région de Grands Lacs, le retrait immédiat et sans condition de leurs troupes du territoire de la République démocratique du Congo. Demandons aux chefs de l'État de décréter immédiatement l'état d'urgence, conformément à l'article 85 de la Constitution de la République démocratique du Congo, de poursuivre la mise en œuvre de toutes les prérogatives constitutionnelles qui lui reviennent afin d'assurer l'intégrité territoriale de la RDC. Demandons au gouvernement congolais, pour l'amour de la mère patrie, la sécurité, la paix et le développement durable de la RDC, de prendre ses responsabilités devant l'histoire, en appelant à nos vaillants militaires de ne pas céder aux instructions illégales, de demeurer apolitiques et d'être au service du peuple et non à celui des individus. Demandons à la société civile de se mobiliser davantage comme un seul homme et de rester vigilante en vue de barrer la route à tous les plans machiavéliques des ennemis de la nation. Et en province, le gouvernement provincial du Kasaï oriental appelle la population est-kassaïenne à l'éveil patriotique et à la mobilisation pour barrer la route aux mutins de M23. Le gouverneur Ngoï Kassanji l'a dit jeudi 22 novembre 2012 au cours d'un point de presse animé dans la salle du gouvernorat de province. Christian Stibikoufra. La guerre dans l'est de la République du Congo n'est pas contre le président Joseph Kabila seul ou son gouvernement, mais c'est une situation qui jette l'ensemble du peuple congolais dans les désarrois et l'affliction. La seule chose qui nous reste à faire, c'est la résistance populaire. Tel est l'essentiel de l'adresse du gouverneur des provinces, Alphonse Ngoï Kassanji, à la population est-kassaïenne, et c'est à l'occasion d'un point de presse qu'il a animé le jeudi 22 novembre 2012 dans la salle de réunion du gouvernorat des provinces. Devant plus d'une trentaine de journalistes réunis, l'autorité provinciale a fixé l'opinion sur la chute des Goma dans le Nord Kivu aux rebelles du M23. Pour Alphonse Ngoï Kassanji, cette guerre ne se justifie que dans les visées hégémoniques et d'annexion de notre pays en vue du pillage de nos ressources minières par certains de nos pays voisins. Face à cet état des choses et pour barrer la route
à ces aventuriers à la solde du Rwanda, l'autorité provinciale a recommandé une mobilisation totale derrière le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, pour une résistance populaire face aux assaillants République démocratique du Congo. S'agissant de la communauté internationale, le numéro 1 du Kassai oriental a élevé de voir cette communauté clarifier sa position face à notre pays et de nous soutenir effectivement. L'ère étant grave, Alphonse Moïse Kassanji en a appelé à l'unité de tous les peuples est-kassaïens, aux frères et sœurs meurtris et déplacés dans l'est de la République démocratique du Congo. Boujimaï, Fichpan, Chibinkoufwa, Télé 50. En dehors de la RDC, Simone Gbagbo, l'ex-première dame de la Côte d'Ivoire et épouse de Laurent Gbagbo, fait l'objet d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, accusée d'avoir commis des crimes contre l'humanité pendant les violences post-électorales de 2010-2011. Simone Gbagbo va-t-elle rejoindre son mari à La Haye? La balle est désormais dans le camp de la justice ivoirienne et donc dans celui du camp du président Alassane Ouattara. Retour sur la personnalité de celle que les Ivoiriens appelaient la Dame de Fer. Simone Evette Gbagbo, une première dame pas comme les autres. Maman, c'est comme cela que les militants l'avaient surnommée. Députée d'Abidjan depuis 1996, elle fut également vice-présidente et présidente du groupe parlementaire du Front populaire ivoirien, le parti de son mari. Très crainte au sein du FPI, elle fut l'un des cerveaux du Parti socialiste ivoirien et faisait partie du cercle très restreint des décideurs de la refondation. Simone Gbagbo était le dernier recours de son époux dans toutes les prises de décision. Aux côtés des hommes, j'ai mené des combats très durs contre les régimes en place. J'ai fait 6 mois de prison, j'ai été battue, molestée, presque laissée pour morte. Après toutes ces épreuves, il est normal qu'on ne badine pas avec moi. Ma position actuelle, je la dois à ma trajectoire, pas au poste de mon mari. J'ai la trempe d'un ministre. Racontait-elle dans une interview accordée en 2001 au magazine L'Express. Simone avait le pouvoir de faire et défaire dans la famille des frontistes. Des voix plus indiscrètes avancent même que les nominations passaient obligatoirement par elle. Elle était l'immortelle et l'incontournable du camp présidentiel. Elle était prête à aller jusqu'au bout. Son mari et elle ont connu l'exil, la prison et ont poursuivi ensemble le rêve du palais présidentiel, un rêve qui s'est assombri après les élections présidentielles de 2010 que son époux Laurent Gbagbo va perdre. Des élections qui s'ensuivront des violences entraînant la mort de plusieurs personnes. Et le couple sera accusé d'être à la base de ces troubles. Laurent Gbagbo croupit aujourd'hui à La Haye et son épouse risque de l'y rejoindre. Jeudi, la Cour pénale internationale a annoncé avoir lancé un mandat d'arrêt international contre Simone Gbagbo. Et c'est au régime d'Alassane Ouattara de prendre la décision de transférer ou non l'ex-première dame de Côte d'Ivoire aux Pays-Bas. Actuellement, elle est en résidence surveillée à Odié. Parlons télécommunications dans ce journal, il existe un nouveau moyen facile et rapide d'envoyer et de recevoir de l'argent. Pas compliqué du tout parce que ça se passe à partir d'un téléphone portable, cadeau signé Vodacom pour 6 millions d'abonnés. Le produit nommé M-Pesa a été présenté ce jeudi à la presse. Suivez. Facilitons-nous la vie avec M-Pesa, c'est le slogan de cette nouvelle campagne de Vodacom pour le transfert et la réception de l'argent rapide à partir d'un téléphone. M-Pesa, c'est le tout premier produit, c'est la toute première solution de transfert d'argent par téléphone qui a existé au monde. Et cette technologie-là nous appartient. Donc au lieu de courir, on n'avait pas vu de raison de courir parce qu'on savait que c'était des copies. En moins de 5 minutes et à partir d'un procédé simple, l'abonné Vodacom peut accéder dans le monde d'M-Pesa qui se veut être un produit de masse. Si vous êtes déjà abonné de Vodacom, ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est faire étoile 12 22 10. Vous validez cela et il y a un menu interactif qui va apparaître sur votre téléphone. On va vous poser des petites questions au fur et à mesure que vous allez les répondre. Et puis à la fin, on va vous communiquer aussi votre compte M-Pesa. Ce nouveau produit que le leader Vodacom Congo place dans le cadre de la modernisation du secteur de télécom présente plusieurs avantages. Partout, on accepte M-Pesa comme moyen de paiement. Je peux payer mes achats, mes transactions avec l'M-Pesa. Qu'est-ce qui peut encore se passer avec l'M-Pesa? Lorsque je veux aider quelqu'un, au lieu personnellement de me déplacer, s'il a un téléphone, je peux lui envoyer mon PESA par téléphone en lui faisant un transfert. Et puis s'il reçoit le transfert, il peut aller le convertir dans un shop ou auprès d'un agent en cash. Après l'introduction de la G3 il y a 2 mois, M-Pesa, son dernier produit, Vodacom Congo, promet des bien meilleurs services à ses millions d'abonnés.
Du sport, avant de refermer ce journal, la 34e édition du Paris-Dakar sera 100% pacifique et se courra en ligne du 5 au 20 janvier 2013 entre Lima au Pérou et Santiago du Chili avec une large boucle en Argentine. 459 véhicules, autos, motos, camions sont attendus au départ. Le parcours de cette 34e édition et 5e du genre en Amérique latine du rallye Auto-Moto-Camion Dakar a été dévoilé jeudi 21 novembre. Contrairement aux autres éditions, les départs sera donné le 5 janvier 2013 et non les premiers. Ça sera également la première fois que les départs sera donné dans une zone désertique pour 13 jours de compétition à travers 3 pays, le Chili, le Pérou et l'Argentine. Cette course franchira à 2 reprises la cordillère des Andes entre le Chili et l'Argentine à près de 5000 mètres d'altitude. Une spéciale chronométrée sera courue à plus de 3000 mètres d'altitude. Le quadruple vainqueur de cette course explique ici les fonctionnements du tracé Paris-Dakar 2013 qui verra 459 véhicules au départ. On arrive dans un bivouac, on nous donne un rouleau avec les indications, un roadbook et on découvre, on stabilote, on regarde, on essaie d'analyser, mais bon, c'est une feuille de papier. Le lendemain, on a 400 km de dunes, de terre, de cailloux, de montagnes. Donc, Après 12 étapes pour 8000 km, pour la première fois, les podiums d'arrivée sera dressé à Santiago. Et puis ce communiqué de dernière minute, la Direction générale des impôts rappelle aux contribuables relevant de la direction des grandes entreprises, des centres des impôts ainsi que des sièges modélisés et modernisés des directions provinciales des impôts que l'échéance de paiement du deuxième acompte impôt de l'échéance de paiement du deuxième acompte provisionnel de l'impôt sur les bénéfices et profits de l'exercice fiscal 2013, revenu 2012 intervient avant le 1er décembre 2012, soit le vendredi 30 novembre 2012. Le montant du dit acompte représente 40% de l'impôt déclaré au titre de l'exercice comptable 2011, augmenté de suppléments éventuels établis par l'administration du titre du dit exercice, que ces sommes fassent ou non l'objet de contestation. Leur attention est attirée sur le fait que le défaut de paiement dans le délai légal donnera donc lieu à l'application d'une majoration égale à 50% de l'acompte dû ou de l'acompte non versé. Par ailleurs, l'imputation éventuelle du crédit d'impôt n'est autorisée que dans la limite de 20% du montant de l'acompte dû. Fait à Kinshasa le 9 novembre 2012, signé Dieudonné Lokadi. Voilà tout pour ce journal qui a connu le concours de la rédaction de Télé 50. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci aussi à l'équipe technique. La suite, c'est avec la revue de presse. Dans la vie, nous avons tous des rêves, objectifs et aspirations. Vos projets d'avenir ainsi que ceux qui vous sont chers dépendent des choix que vous effectuez aujourd'hui. C'est pourquoi la Raobank a créé Renaissance, le nouveau compte d'épargne qui vous propose un meilleur taux rémunérateur à court et à moyen terme. Ainsi, vous pourrez suivre l'évolution des intérêts générés par votre épargne et assurer un avenir meilleur à vos projets les plus chers. Raobank is my bank. L'autre manche de l'actualité, c'est la lecture des journaux parus à Kinshasa tout comme dans le monde. Et Jimmy Mavouba a sélectionné quelques titres pour vous. Bienvenue. Merci Arlette. Alors Jimmy, ouvrons cette revue de presse avec la guerre dans l'est de la RDC. Kabila, Kagame et Museveni se sont réunis une fois de plus à Kampala. Oui, Arlette, la prospérité titre à sa une, Kampala, les M23, sommet des séries tirées de Goma. Le journal indique un plan serré en train d'être transmis à Makenga Sultani et consorts. Dans la même optique, l'avenir se pose une série de questions. Peut-on à ces jours faire confiance à Paul Kagame, lui qui a claqué la porte à une réunion organisée par Ban Ki-moon en marge de la 67e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Paul Kagame n'a-t-il pas joué à la comédie lorsqu'on sait que pendant qu'il signait hier à Kampala, les troupes rwandaises ont conquis, saqué et avancé vers Minova.
Qu'est-ce qui aurait poussé Kagame à revenir au bon sentiment? Pourquoi n'a-t-il pas claqué la porte cette fois-ci au phare de riposté qui campe à la 5 paraît aux yeux de millions de Congolais comme une nouvelle pièce de théâtre destinée à les distraire? S'il est vrai que la RDC a perdu une bataille et que la guerre continue, aucun Congolais soucié de la quête de l'indépendance nationale et de l'intégrité du territoire national ne devrait donner le moindre crédit au chapelet de bonnes intentions si cité par la réunion du Kampala. Et pour conclure, RFI.fr parle du président du M23, Jean-Marie Runiga Guerrero, qui pose un préalable au retrait de Goma et demande qu'un dialogue avec le président congolais, Joseph Kabila, soit avant tout mis en place. Quittons la RDC, Jimmy, pour la France, pour parler du drame politique à la tête de l'UMP. Et puis, c'est à lire sur RFI.fr. Jean-François Copé a été élu, mais mal élu, à la tête de l'UMP. Or, après avoir accepté sa défaite, François Fillon relance les drames politiques. L'ancien Premier ministre conteste à nouveau les résultats du scrutin de dimanche dernier. De son côté, France 24 renseigne que la commission électorale de l'UMP a annoncé ce jeudi que le résultat de l'élection s'inverserait vraisemblablement si les circonscriptions outre-mer étaient prises en compte. Déclaré perdant de la course pour la tête de l'UMP face à Jean-François Copé, François Fillon avait indiqué, n'est-ce pas, exclure un recours en justice afin de faire la lumière sur les zones d'ombre du scrutin du 18 novembre. Et pour conclure cette affaire, 7/7 parle de la contestation du président proclamé de l'UMP, Jean-François Copé, qui dit non à une médiation du maire de Bordeaux, Alain Juppé, pour arrêter la guerre sans merci qui l'oppose à François Fillon. Interrogé par Europe 1 sur cette proposition du camp filoniste, rapporte les sites belges, ce dernier a répondu, je cite, « Non, je ne vois pas très bien qu'elle doit être l'objet d'une médiation. Ce n'est pas à la bonne convenance de celui qui a perdu que l'on va décider de mettre à la place le président qu'il souhaite », a argumenté l'ancien ministre. Et pour finir, Jimmy, c'est avec ce titre qui me fait sourire d'avance. C'est Mensonge qui nous raconte au premier encart, c'est-à-dire sur le site 7. Ça fait vraiment sourire, comme vous l'avez dit, selon un sondage britannique, 75% des hommes confessent quelques mensonges dans le but d'impressionner leurs prétendantes. Ils demandent d'abord à propos de l'argent qu'ils gagnent, leur carrière, le nombre de leurs relations précédentes et le fait de vivre encore chez leurs parents. Selon ces sondages, un homme sur deux avoue qu'il adapte ses hobbies et intérêts réels à ceux de son rencor pour lui plaire davantage ou lui paraître plus sensible. Et Arlette Lecide conclut que mieux vaut n'est pas trop se fier à ce qui s'est dit lors d'un premier rendez-vous. Merci Jimmy pour cette révélation. Vraiment, je vous apprends. Et tout est bien qui finit bien. Merci de votre fidélité à Télé 50 et n'oubliez pas de nous suivre également sur le www.télé50. Au revoir.